Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans La Réunion Léla. Même si les maternelles, les primaires, les collégiens et lycéens sont en vacances, les associations de parents d'élèves, soutenues par des experts et spécialistes divers, continuent à se battre pour que soit un jour respecté le biorhythme scolaire des enfants. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Daniel Amouni. Bonsoir. Vous êtes président de la FCPE, la Fédération des conseils des parents d'élèves. J'allais me souvenir de la chanson de Patrick Cadevielle, Quand t'es dans le désert, et les parents continuent à crier dans le désert. En tout cas, je ne sais pas si les parents continuent à crier dans le désert, mais on a l'impression, oui, qu'effectivement, on n'est pas écouté. Donc, quelque part, oui. Mais en tout cas, une certaine partie des parents. On a vu que lors de cette rentrée, pratiquement tout le monde est revenu à 4 jours. À la semaine de 4 jours. Pourtant, les articles au niveau national et au niveau local montrent que ce système de 4 jours n'est pas une bonne chose, qu'il faut l'élargir pour laisser le temps aux enfants d'apprendre et surtout d'intégrer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui s'est dit lors de cette dernière rencontre au niveau national ? Alors, bien sûr, nous, au niveau de la FCPE, on est assez consternés de constater effectivement un recul dans le bien-être de nos enfants, puisque ce retour à 4 jours, donc ce choix qui est laissé aux collectivités par le gouvernement, qui quelque part se défausse sur les mairies, ne prend pas ses responsabilités, pose problème, puisque pour nous, il s'agit d'un retour en arrière. C'est un cas unique dans le monde. La France est le seul pays au monde où les élèves travaillent 4 jours par semaine. Oui, parce que quand on regarde les rapports, parce qu'en plus il y a des rapports, des experts qui disent exactement l'inverse de ce que fait le gouvernement, et on regarde le classement de la France aujourd'hui au niveau de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement en Europe. Là, on voit que il y a vraiment un décalage. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que le gouvernement passe la patate chaude aux municipalités, l'argent pour le périscolaire a plus ou moins disparu, la DGF, la dotation globale de fonctionnement, ne cesse de diminuer, donc quelque part les mairies ne peuvent que restreindre le budget, puisqu'eux sont contraints. Comment faire pour qu'aujourd'hui, on prend vraiment en compte le devenir de l'enfant? Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une plus grande mobilisation des parents. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous-mêmes, à la FCPE, nous rencontrons le ministère de l'Éducation, notamment donc, le ministre Blanquer, il joue là-dessus, sur le fait que les parents ne sont pas suffisamment mobilisés. Donc, il joue sur l'opinion, et notamment sur l'opinion des médias. Il confond les choses et il surfe sur cette vague-là. Donc, aussi tant que les parents ne prendront pas, je dirais, à bras le corps ce problème, donc avec la FCPE, mais avec d'autres associations, le souci, c'est pas que ce soit la FCPE ou autre, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de l'enfant qui est en jeu. C'est son avenir, c'est son éducation, c'est sa réussite scolaire. Mais ça reste un paradoxe, parce que les parents, on n'a pas l'impression qu'ils voient l'intérêt de l'enfant. Enfin, j'espère ne pas trop m'avancer sur ce que je vais dire, mais on a l'impression que les parents, sous Nicolas Sarkozy, on leur a fait goûter aux joies d'avoir un samedi et un dimanche, oui. Et depuis, ils ont l'impression que c'est un acquis et qu'ils n'ont plus envie de perdre ce week-end, samedi, dimanche, surtout pour les courses. Alors, si on reprend ce que disait dans son interview Claire Lecomte, qui est l'une des grandes spécialistes de la question des rythmes scolaires, ça fait plus de 40 ans. Chronobiologiste. Ça fait plus de 40 ans qu'elle travaille sur la question. Donc, le constat qu'elle fait, c'est qu'effectivement, c'est qu'on pense d'abord à son confort avant l'intérêt de l'enfant. Donc, vous avez malheureusement les communes qui pensent à leur confort financier, les parents, certains parents qui pensent à leur confort de bien-être du week-end, mais aussi des enseignants qui, pour eux, le week-end, c'est un acquis social quelque part. Et on a du mal à revenir là-dessus. Mais il faudra qu'un jour, on se pose les vraies questions. Est-ce qu'on veut la réussite de nos enfants ou chacun campe sur son petit confort? C'est, comme je disais, et ce que dit Claire Lecomte, c'est unique. En Europe, il n'y a aucun pays européen où les enfants travaillent 4 jours. C'est au contraire, ils travaillent même 5 jours, voire 6 jours, puisque la meilleure répartition pour les enfants, c'est les matinées notamment. Entre autres, ce que dit cette Claire cette chronobiologiste dans son interview, c'est qu'il faut commencer plus tôt, travailler plus en matinée, oui. moins l'après-midi, parce que l'après-midi, on est moins concentré. C'est ça. Et
Pourtant, on a l'impression que on étire sur le jour totalement et qu'on essaye de tout faire rentrer sur ces 4 jours. Alors aujourd'hui, on a une incohérence. Déjà, les 4 jours. Il y a également la France est le pays où il y a le plus de repos, de vacances, et le nombre d'heures le plus important. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut revoir. Nous, à la FCPE, on n'arrête pas de le dire, il ne s'agit pas de travailler uniquement sur la journée, la semaine, il faut tout revoir. C'est à la fois la répartition sur la journée, la répartition sur la semaine, mais c'est la répartition sur l'année. Il faut revoir le nombre d'heures qui est dispensé, il faut revoir les programmes, il faut revoir les vacances, il faut tout revoir. Sauf qu'on ne le fait pas. C'est vraiment, j'allais dire, un combat, peut-être pas perdu d'avance, parce que je serais défaitiste, mais entre le syndicat du livre, qui ne veulent pas qu'on supprime du contenu dans les livres, qui ne servent plus à rien et qui font mal au dos, au dos des enfants, entre le système économique, et là je parle de tout ce qui est marchand, qui aime bien avoir le samedi et le dimanche pour que les gens viennent dans leur commerce, d'autre part, comment placer l'intérêt de l'enfant au milieu de ça, sachant que ce soit le gouvernement ou ceux qui décident, c'est d'abord l'intérêt économique. Tout à fait. Donc effectivement, ce qui a amené à la semaine des 4 jours du temps de Sarkozy, c'était des questions purement économiques. Notamment permettre aux familles d'aller le week-end, donc dépenser, donc le tourisme, etc. C'était pour des raisons budgétaires, et il y avait la réduction des postes d'enseignants, etc. Donc tout a été fait en sorte pour des raisons purement économiques. Donc pour pouvoir revenir à ça, parce que je rappelle effectivement qu'avant 2008, tous les parents, et aujourd'hui tous les parents qui ont des enfants à l'école aujourd'hui, ils ont connu la semaine des 4 jours et demi. Oui. D'accord. Et donc, est-ce qu'ils étaient beaucoup plus fatigués que ça? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Non. Donc, aujourd'hui, il faut que nous, Fédération de parents d'élèves, on reprend notre bâton de pèlerin, qu'on aille expliquer, faire de la pédagogie. Parce que ce qui fait défaut aussi, c'est que les parents n'ont pas les bonnes informations. Ils ont des informations qui viennent des enseignants, ils ont des informations qui viennent de la mairie. Et moi, quand je rencontre des parents, ils me disent, et quand je discute avec eux, ce sont des parents qui sont convaincus qu'il faut revenir à 4 jours. Et quand je discute avec eux, ils me disent, ah mais ça, on n'avait pas vu ça comme ça, vous avez raison. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille, nous, plus au contact des parents, plus discuter avec eux, échanger et expliquer l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'il y a une démarche aussi qu'il faudra mener avant? C'est-à-dire, avant, l'école, c'était d'abord l'ascenseur social. Lorsqu'on sortait de l'école, on avait un diplôme. Quand on avait un diplôme, on avait un travail. Donc l'école avait cette valeur d'ascenseur social. Aujourd'hui, on peut sortir de l'école avec un diplôme. Beaucoup vont s'inscrire au Pôle emploi et le chômage continue à évoluer. Les entreprises qui ferment. Est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas du côté des parents une forme de défaitisme et qui fait qu'aujourd'hui, l'école n'a plus la même valeur? Aujourd'hui, en tout cas de notre point de vue et de ce que nous on entend, chaque parent ne souhaite qu'une chose, c'est la réussite de son enfant. Sauf qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'individualisme plutôt que dans le collectif. Et c'est ça qui fait aujourd'hui défaut et qui fait qu'on pense, donc on a moins de gens qui vont militer, il y a moins de gens qui vont, par exemple, rejoindre la FCPE parce qu'ils vont s'occuper de leur propre enfant, ce qui n'est pas une tare ou un péché en soi, mais on oublie le collectif, on oublie la solidarité et on oublie tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, mais quelque part, tout est lié. Les rythmes sont mauvais. Il manque de moyens dans l'école, il manque de professeurs, etc. Donc tout ça est lié, qui fait qu'aujourd'hui, l'école, on a l'impression qu'elle tire vers le bas. Mais c'est une impression parce qu'on a quand même des jeunes qui réussissent. Mais c'est vrai qu'il y a aussi qu'on laisse beaucoup sur le carreau et c'est à cela qu'il faut penser. Il y a ceux qui restent sur le carreau, mais on voit aussi que à travers certains événements, on voit des jeunes en perdition, dans des manifestations parfois violentes. Et quelque part, il y a l'image qu'on renvoie. Et cette société-là ne renvoie pas les bonnes images, ne valorise pas les réussites, mais pointe souvent du doigt tous ces échecs et surtout les individus qui amènent ces échecs. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le dit, on est dans un monde, une société de consommation. On est à celui qui a le plus beau téléphone, à celui qui a le plus beau vêtement, à celui qui a le plus bel ordinateur, la plus belle voiture, etc., etc. Et effectivement, on a tendance à montrer le côté négatif des choses et on oublie effectivement de montrer ce qui fonctionne. Or, il y a des choses qui fonctionnent dans les écoles. Il y a des expériences qui sont menées dans des écoles qui marchent et on n'en parle pas suffisamment. On parle toujours des problèmes. Bien sûr qu'il faut les dénoncer. Bien sûr que
lorsqu'il y a des problèmes de violence dans les écoles, de harcèlement, de ceci et de cela, et bien sûr qu'il faut le dénoncer. Mais il n'y a pas que ça. L'école, c'est pas ça. Alors, on va passer à quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, on voit que la rentrée se prépare, également au niveau du gouvernement. Il y a ce bac qui sera opérationnel en 2019. 4 matières à passer, le reste en formation j'allais dire en continu, en formation continue, et puis pas mal d'oral à vivre. Et peu à peu, on a vu qu'ils veulent interdire le smartphone au collège. On a l'impression qu'ils vont aller chercher des petites... C'est comme on dit, hein, on met des sparadraps sur le pansement pour boucher les yeux. Mais il y a une incohérence en vouloir faire entrer le numérique dans l'école et interdire l'utilisation du smartphone. Aujourd'hui, le smartphone est déjà interdit dans les classes. Donc aujourd'hui, les élèves, ils utilisent le smartphone en dehors des classes. Donc aujourd'hui, on voudrait interdire ça. Donc ça nécessite des moyens là aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre des surveillants, il va falloir mettre des moyens pour pouvoir aller surveiller les élèves, pour pouvoir ensuite confisquer le téléphone, le stocker, etc. avec tout ce qui s'entraîne derrière. Donc c'est quelque part ce qu'on n'est pas en train de construire une usine à gaz. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que s'il ne faut pas interdire, il faut expliquer. Un enfant, il est capable de comprendre si on lui explique. Et aussi, il faut montrer l'exemple. Quand vous avez des enseignants qui, eux aussi, utilisent leur téléphone, ou l'administration, ou un adulte, de manière générale, l'enfant, il se dit, pourquoi pas moi ? Donc, il y a aussi l'exemplarité de la part des enseignants, l'exemplarité de la part des parents, l'exemplarité de la part de l'administration. Et tout ça, ça doit se faire dans une discussion, un échange. Les élèves, ils sont en train de se former. Ce sont les citoyens de demain. Eh bien, formons-les. Et avec pédagogie, si on le fait depuis le début, il ne faut pas attendre bien sûr lorsque le problème a trop évolué ou on aura du mal, mais si on prend les choses depuis la base et on évolue d'année en année avec les enfants, on leur explique de plus en plus et on leur donne des responsabilités, on respecte les droits de l'enfant puisque la France est signataire des droits de l'enfant mais elle ne l'applique pas. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas appliquées. Donc tout ça c'est un ensemble où il faut qu'on se mette autour d'une table, les parents, les enseignants, l'administration, les élèves discutent. Moi je suis allé à un colloque l'année dernière de la FCPE où il y avait des élèves qui sont venus témoigner de ce qu'ils font dans leur école en matière de discipline, où c'est de l'autodiscipline gérée par les élèves, ça fonctionne. Donc, c'est qu'on leur fait confiance, on a mis en place une procédure, on a mis en place un projet, et ça marche. Si ça marche là-bas, pourquoi ça ne marcherait pas ici et dans d'autres établissements? Encore faut-il le vouloir. Là-dessus, est-ce que la FCPE, que ce soit au niveau local ou au niveau national, est-ce que vous vous préparez à une manifestation? Est-ce qu'il y aura une période de sensibilisation des parents? Qu'est-ce que la FCPE va faire à son niveau pour essayer de peser un petit peu sur les décisions à venir? Alors aujourd'hui, la FCPE n'a pas arrêté d'essayer de peser sur les décisions. Donc c'est la force de la FCPE d'avoir un certain poids, mais malheureusement toute seule elle ne pourra pas tout faire parce que la FCPE sans les parents derrière, et la difficulté effectivement est de mobiliser, et notamment de mobiliser dans le premier degré, puisque ça concerne beaucoup le premier degré actuellement. C'est très difficile de mobiliser puisque nous ne sommes pas suffisamment représentés dans le premier degré. Il faut dire les choses telles qu'il est. Vous avez beaucoup de parents qui sont sur des listes dites indépendantes, mais ils sont plutôt isolés. Et donc, il faut déjà aller commencer par fédérer ces parents. Et je pense que ça va faire aussi l'objet de discussions, de débats lors de notre congrès national au mois de mai de cette année. Mais en tout cas de cause, la FCPE continue à défendre l'intérêt de l'enfant en essayant de mobiliser de plus en plus les parents. Mais ça, comme je dis, il faut aller à la rencontre des parents, il faut expliquer, il faut être dans la pédagogie, et ça demande du temps. C'est pas quelque chose que vous avez aimé, mais je vais quand même vous poser la question. Cette dernière semaine, 3 affaires de mœurs, 3 enseignants impliqués dans des gestes, je dirais, déplacés, douteux, en tout cas condamnables. Et aujourd'hui, quand on voit, en tout cas, l'affaire fait la une des différentes presses, quelle est la position de la FCPE? La FCPE, elle demande que les enseignants, l'adulte de manière générale, quand il est dans le milieu scolaire, il doit être irréprochable.
il ne doit avoir aucun geste équivoque. Alors oui, la personne, c'est un humain, elle peut faire des erreurs, mais je suis désolé, on est avant tout un professionnel de l'éducation, donc on doit avoir un comportement exemplaire, et si les faits s'avèrent avérés, nous demandons la plus grande sanction, la plus grande sévérité à l'encontre de ces enseignants, parce que nous, parents, nous faisons confiance à l'éducation nationale pour apporter donc un enseignement à nos enfants. On ne les envoie pas pour qu'ils deviennent des victimes de pédophiles ou autres personnes à déviance sexuelle notamment. Merci, en tout cas, Daniel Amouni. On aura l'occasion de revenir sur les différents sujets. On a dépassé un petit peu le temps que je t'ai fixé. Mais bon, c'est pas grave. On va juste lancer le sujet qui suit. L'un des échecs retentissants du retour à la semaine de 4 jours, c'est sans nul doute la très mauvaise organisation ou mise en place des activités périscolaires. La culture est sans doute la matière sacrifiée dans la compression de la semaine de 4 jours. Et c'est bien dommage, car la plupart des crèches axent leur apprentissage à travers l'éveil culturel. Petit chaperon rouge, Corentin il a le loup, il doit faire waouh comme ça. Et Raphaël il a la grand-mère. Et toi, Anaé et Ryan, vous avez les petits animaux qui viennent sauver le petit chaperon rouge à la fin. Bonjour petite fille. Où vas-tu donc comme ça toute seule dans la forêt? Je vais porter à ma grand-mère une galette et un petit pot de beurre. Mais ma maman m'a dit, je n'ai pas le droit de parler au loup. Donc ici, nous sommes à la crèche Aimé Césaire. C'est un multi-accueil du réseau Crescengo, qui existe depuis l'année dernière. Nous allons fêter les 1 an, donc la structure a ouvert le 28 novembre 2016. Selon moi, avoir une crèche, ça aide beaucoup les parents dans la vie d'aujourd'hui. Vu que certains parents travaillent et maintenant la vie c'est pas très facile. Une crèche, c'est un lieu d'accueil, une structure petite enfance, un lieu d'accueil pour les enfants, mais aussi pour les familles. Avoir une crèche, ça permet aussi aux enfants de se développer, d'apprendre à être autonome et tout. Et voilà, elle s'amuse bien, elle est très contente à la crèche. On est sur des structures qui favorisent la place des parents en tant que coéducateurs de la crèche. Et ce qui nous a plu et ce qui a été mis en place dans la semaine petite enfance cette semaine. Quelle est la mission première d'une crèche ? La mission première, c'est l'accueil du jeune enfant et l'accompagner jour après jour dans l'éveil, de la socialisation, d'être auprès de lui et d'accompagner au quotidien. Depuis 1 an qu'elle est là, quelles sont les évolutions que vous avez remarquées dans son comportement ? Alors, elle s'adapte à tout, avec les jeux, tout ça, on voit qu'elle manie bien les jeux, quand on parle avec elle, elle est réceptive. Comment se passe de manière générale une journée dans une crèche comme celle d'Aimé Césaire ? Alors, la crèche Aimé Césaire est ouverte de 7h à 17h30. Donc le début de la journée, c'est vraiment l'accueil des familles et leurs enfants. Donc les transmissions, prendre les informations sur comment va l'enfant, s'il a passé une bonne nuit, reprendre les premiers contacts sur la journée. Ensuite, donc là, vraiment on est sur de la mixité, sur l'accueil des bébés et des grands. Et à partir d'une certaine heure, donc, les bébés restent dans leur espace, les grands partent à côté. Et ensuite, c'est un moment de collation. Donc autour de fruits et légumes frais et de jus frais certains jours. Donc sur de l'éveil des sens, l'éveil des goûts. Voilà, donc sur la découverte parfois de fruits auxquels les enfants ne sont pas habitués. Et ensuite, les enfants partent sur du jeu, donc avec différents types de jeux. Il y a du jeu libre, du jeu semi-dirigé, dirigé, donc accompagné en petits groupes avec les professionnels. Ensuite, ils se retrouvent sur un temps de repas où est favorisée la motricité libre pour les petits, donc ceux qui ne s'assiedent pas encore sur des chaises s'assiedent sur les professionnels. Et chez les grands, l'autonomie, le self-service, se servir eux-mêmes lors des repas. Le sommeil ensuite pour les plus grands qui est plutôt échelonné chez les bébés en fonction de leurs besoins tout au long de la journée. Et d'autres temps d'activité l'après-midi avec le retour des parents. Donc sur vraiment pouvoir raconter les petites anecdotes des enfants pendant la journée, quelle activité ils ont suivi, comment ça se passe avec les autres enfants. Donc un moment aussi important sur cette fin de journée.
Qu'apporte une structure comme une crèche à un enfant? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une complémentarité dans l'éducation de l'enfant? Ah oui, bien sûr, oui. Parce qu'ici, on voit qu'à la maison, par exemple, quand on lui explique l'alphabet ou les nombres, on sent que c'est familier. Parce qu'ici, à la crèche, on apprend toujours les nombres, l'alphabet, beaucoup de choses. Voilà. On sent que l'enfant, elle connaît ça. Voilà. Il lui dit, je te propose un jeu. Le premier de nous deux qui arrive chez ta grand-mère pourra goûter de la galette. D'accord, répond la petite fille. Donc, le loup, il prend le chemin de gauche, par là, et le petit chaperon rouge, elle prend le chemin de droite. Mais le loup, il a des grandes pattes et il va vite courir jusqu'à la maison de la grand-mère. Retour juste pour vous dire que c'est la page pub.